En manchette ce soir, bonne nouvelle pour les parents de l'Ange Gardien. La SQ vous aura à l'œil sur les routes cette fin de semaine et la chasse aux vêtements chauds est repartie pour une 4e édition. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition du jeudi 9 octobre. Bonne nouvelle pour débuter le bulletin aujourd'hui. La municipalité de l'Ange-Gardien pourra bientôt accueillir 138 petits mousses en centre pour la petite enfance, un CPE, suite à la construction de 2 nouvelles installations pour le CPE, le lièvre et la tortue. Une aura pignon sur la rue Mary pour accueillir 78 enfants et la seconde sera annexée au centre déjà en place sur le chemin Vol-à-Voile. Cette annexe pourra accueillir 60 enfants. Lorsque les 2 nouvelles installations seront terminées, c'est un total de 216 enfants qui profiteront des 4 installations. L'ouverture est prévue pour le printemps 2015. Avec ces constructions, 30 emplois à temps complet seront créés. Mme Nadine Saint-Onge, directrice du CPE, a rencontré les citoyens afin de répondre aux questions de ces derniers. On peut l'écouter alors qu'elle nous explique les besoins de la population et comment les places seront attribuées. Selon une étude, un enfant sur 2 n'avait pas de place et était en besoin de place. Les familles dans l'Ange Gardien, dans la MRC des Collines, en fait, les projets de développement sont en hausse. Je pense que le manque de place était très flagrant dans la MRC des Collines. On va utiliser la liste Le Berceau, qui est la liste centralisée. C'est la meilleure manière parce que nous, on trouve que c'est très important d'être juste dans la distribution de nos places. Et en priorité, ce sont les familles de l'Ange Gardien et la MRC des Collines qui vont être appelées en premier pour combler les places. La municipalité de l'Ange Gardien a remis gratuitement les 2 sites où se trouveront les installations. L'arrivée de ces installations est une très bonne chose pour la municipalité, selon le maire, M. Robert Goulet. Ce dernier était présent lors de la présentation aux citoyens le mercredi 8 octobre. On peut écouter ses commentaires. Bien, c'est bon dans le sens où, compte tenu du fait que notre population est constituée dans l'ensemble de jeunes familles qui viennent s'installer chez nous, alors les besoins étaient là nécessairement. Et également au niveau du développement, bien, ça amène un engouement particulier pour l'Ange Gardien, pour ces jeunes familles, étant donné qu'on a encore beaucoup de terrains en développement. Alors c'est sûr que ça amène une certaine population à s'installer à l'Ange Gardien si on a des services tels que ceux-ci qui sont de première ordre. Un long congé cogne à nos portes cette fin de semaine. La Sûreté du Québec, la SQ, vous rappelle d'être prudent sur les routes lors de vos déplacements. Se dépêcher pour arriver à un 5 ou un 10 minutes plus rapidement n'entraîne généralement rien de bon. Les policiers de la SQ participeront à une opération durant le congé de l'Action de grâce. Toutes les infractions seront surveillées, mais une attention particulière sera mise sur la vitesse, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et la conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues. On peut écouter M. Marc Tessier de la Sûreté du Québec. Durant le long congé, les policiers vont cibler la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du cellulaire au volant, ainsi que plusieurs contrôles routiers en matière d'alcool au volant vont être effectués par les policiers durant tout le long congé. Bien, heureusement, au niveau des collisions, les décès sur les routes, à chaque année, il y a quand même une diminution. L'année dernière, c'est quand même 271 décès sur les routes. C'est 13 de moins qu'à pareille date, donc il y a quand même une diminution. Je vous dirais que 271, c'est 271 de trop. C'est pour ça que ces opérations-là, avec nos partenaires aussi, le long des longs congés, ces choses-là, c'est très important pour nous, pour tenter de réduire au maximum le nombre de collisions ainsi que de décès sur nos routes. Donc c'est pour ça que les policiers vont être présents. Si les gens se déplacent là, de l'est à l'ouest, Montréal, peu importe, ils risquent de se faire intercepter par des véhicules à plusieurs endroits. Et le soir ou même la nuit, là, au niveau des contrôles routiers pour l'alcool au volant, pour se faire contrôler 2-3 fois. Donc, on demande aux gens d'être prudents. La semaine de la coopération des Caisses Desjardins se déroulera la semaine prochaine, soit du 13 au 17 octobre. De nombreuses activités auront lieu au courant de la semaine pour les membres des Jardins. Les membres qui se déplaceront dans les centres de services mercredi le 15 courront la chance de remporter des prix, alors que ceux qui se présenteront jeudi le 16 octobre recevront des petites douceurs sucrées lors de leur visite. La Caisse des Jardins contribue également avec un gros lot supplémentaire lors du bingo de votre TVC du mercredi 15 octobre. Les utilisateurs des guichets automatiques ne sont pas mis de côté. Des surprises les attendent tout au long de la semaine lors de l'utilisation des machines. Une des activités majeures de la semaine est la clinique de sang qui se déroulera, quant à elle, mardi le 14 octobre. Joanne Portelance des Caisses des Jardins a plus de détails pour vous. Effectivement, ça sera notre 2e édition. L'an passé, on a fait une activité de la semaine coop avec la collecte de sang. On avait un objectif de 115 donneurs. On a accueilli 139 donneurs pour une première. C'est une belle réussite.
On ne peut pas faire ça seul, une belle réussite comme ça. On le faisait en collaboration avec le Jean Coutu et le IGA Famille Grenon. Je peux également compter sur l'équipe de bénévoles de Mme Agathe Fecteau et le Club Lyon et les Chevaliers de Colombe de Buckingham qui posent des affiches pour nous. Alors, cette année, c'est notre activité majeure durant la semaine de la coopération. Ça se tient mardi, le 14 octobre, de 13 à 20 heures, à l'École du Ruisseau. C'est au 175 des Samars. C'est dans le secteur maçon, en face de l'Encan-la-Rose. Et l'objectif est le même, à 115 honneurs. On espère encore cette année de pouvoir le dépasser. La chasse aux habits chauds pour les enfants est repartie pour une 4e année. Sébastien Jonca, directeur du magasin Matériaux Bonhomme, lance l'appel à la population afin de trouver tucs, mitaines, bottes ou tout autre habit chaud pour les enfants cet hiver. En partenariat avec la Maison de la Famille et les Chevaliers de Colombe, on espère récolter le plus d'items possible. Quelques 1200 items ont été amassés chaque année pour les éditions précédentes. Un souper spaghetti gratuit sera servi le 8 novembre prochain pour clore l'activité. Les gens sont invités à donner le montant qu'ils désirent. Il y aura de l'animation en chanson une partie de la soirée. D'ailleurs, la présence de Jean-François Dubé du groupe Noir Silence a été confirmée. On écoute M. Jonca nous donner plus de détails sur cette chasse aux vêtements chauds. Je te dirais que c'est commencé 4 ans passés. J'ai été faire un petit tour à la Maison de la Famille de la Basse-Lièvre. Puis c'était au début novembre, il faisait très froid. Puis un petit garçon qui est rentré dans la Maison de la Famille, pas de bas, il était gelé, regarde, il était gelé pour petit. Fait que je regarde la directrice, Chantal, c'est-tu normal? Elle dit oui, elle dit Sébastien, tu savais le nombre de monde qui n'ont pas de vêtements, l'hiver s'en vient. Fait que ça m'a touché. J'ai amené l'idée chez Matériaux Bonhomme. Puis, on a passé un sondage, voir combien de personnes qui étaient en besoin dans la région, Buckingham-Petite-Nation. Puis, il y avait à peu près 300 noms dans le temps. C'est énorme. Fait que oui, c'est sûr, première année, ça a commencé, ça l'a déboulé. Ça a déboulé vraiment plus vite que ce qu'on pensait. L'année passée, on a ramassé pour 6 300 $ de dons, au-dessus de 1000 items, mitaines, tucs, bottes, habits de neige, n'importe quoi pour garder les enfants au chaud. Puis cette année, on lance encore la 4e édition. Ça part en balle. J'ai déjà reçu un coup de téléphone la semaine passée, la maison de Necharette. Ils nous ont remis au-dessus de 75 à 80 habits de neige, de bottes usagés, mais en très bon état. Fait que ça commence en feu. Cette année, on a un nouveau point de chute. Il y a toujours le point de chute chez Matériaux Bonhomme, chez Signature Mélisa Parenteau, c'est l'avenue Buckingham. Puis cette année, IGA Décotteret-Brazeau embarque. Regarde, je suis époustouflé. IGA Décotteret-Brazeau embarque, il va y avoir un point de chute au IGA sur l'avenue Neuville. Puis cette année, IGA Décotteret paye le souper au complet. Spaghetti. Ça, c'est le souper, c'est le 8 novembre à Salle des Chevaliers de Colombe de 4h à 8h. Le souper est gratuit. Tous les gens sont bienvenus. En passant, l'année passée, on a servi 198 assiettes, qui est excellent. Fait que c'est ça. IGA Décotteret-Brazeau sert le souper. Le monde donne ce qu'ils veulent. Puis durant la soirée, il va y avoir une scène qui est ouverte à tous. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut chanter, spectacle d'humoriste, c'est ouvert à tous. Je vous ai parlé de l'escouade anti-gaspillage alimentaire lors d'un reportage la semaine dernière. J'ai voulu en savoir plus, oui, sur l'escouade, mais également sur la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais. Mme Nathalie McSween a bien voulu répondre aux questions. On écoute l'entrevue. Mme Nathalie McSween, qui est coordonnatrice de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, c'est un gros titre. Qu'est-ce que la table de concertation? La table de concertation sur la faim, c'est un regroupement des organismes qui travaillent avec des gens qui vivent de l'insécurité alimentaire en Outaouais. On couvre tout le territoire de l'Outaouais. On a 41 membres. Ça veut dire les banques alimentaires, ça veut dire le regroupement des cuisines collectives, ça veut dire les organismes de quartier, les soupes populaires, toutes les personnes, pas toutes, mais un grand nombre d'organismes qui travaillent avec des gens qui vivent de l'insécurité alimentaire. Le mandat, les objectifs, oui, vous travaillez avec tous ces organismes-là, mais le mandat de la table est de les aider à regarnir leur tablette, qu'est-ce que c'est? Le mandat de la table, la table a été créée par les membres pour qu'il y ait un lieu d'échange, un lieu de concertation où on peut partager, apprendre des expériences les uns et des autres, avoir des projets mobilisateurs pour l'ensemble des membres. C'est un partage d'expériences, de connaissances. Voilà. Vous avez mentionné plusieurs organismes étaient membres.
Est-ce que c'est exclusivement pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écouterait, est-ce que c'est exclusivement réservé pour les organismes en tant que tels? Comment ça fonctionne? La majorité de nos membres sont des organismes, mais nous avons aussi des membres individuels. Donc, les gens peuvent en effet devenir membres. Parfait. Vous avez 1001 projets, dont celui de l'escouade alimentaire, l'escouade anti-gaspillage alimentaire. C'est bien ça? Oui. Parfait. Je vous laisse en parler un peu plus. On en a parlé lors du bulletin de nouvelles. Vous êtes venu au Verger Croque-Pomme. Mais spécifiquement, qu'est-ce que c'est? L'escouade anti-gaspillage alimentaire, c'est un projet créé par les membres de la TAM. Depuis un certain nombre d'années, la problématique du gaspillage alimentaire est davantage connue. Et puis, dans un contexte où les banques alimentaires manquent de denrées à distribuer, la faim en Outaouais, c'est presque 9000 personnes par mois qui vont aller chercher de l'aide alimentaire. Là-dessus, le tiers sont des enfants. On manque de denrées, alors que d'un autre côté, il y a des denrées qui sont gaspillées. Alors, l'escouade anti-gaspillage alimentaire a été créée, est née dans l'esprit des membres l'automne passé, mais a été créée officiellement au mois d'avril de cette année. Et comme c'était la saison des récoltes, on a décidé de se concentrer sur cet aspect-là. Donc, on offre aux agriculteurs de la région, de tout l'Outaouais, lorsqu'ils ont des surplus ou ils envisagent des pertes au champ, nous, on va glaner, on va chercher ce qui reste après la récolte, on récupère et on rapporte aux banques alimentaires, aux organismes, pour que la nourriture serve son but premier, qui est de nourrir les gens. Donc, si je prends l'exemple du Verger Croque-Pomme, où vous avez été vendredi passé, c'était la 3e fois que vous y alliez. Tout ce que vous ramassez est ensuite donné aux banques alimentaires pour être transformé. C'est bien ça? Donné aux banques alimentaires qui, eux, font de la redistribution directe aux gens ou parfois ça va être transféré à des organismes qui sont en mesure de transformer. Ce n'est pas toutes les banques alimentaires qui font de la transformation. On s'organise pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les agriculteurs, est-ce que les entrepreneurs vous appellent? Oui, ça fonctionne. Depuis le mois de juillet, on a mené 11 activités de glanage dans les champs. Donc, les agriculteurs, plus ils nous connaissent, plus ils ont le réflexe de nous appeler. On aimerait que ça devienne un réflexe chez tous les agriculteurs et je vous dirais qu'il y a beaucoup d'intérêt de leur part. Avec les glanages dans les champs, les glanages aussi à la fin des marchés publics, à Hull et à Elmer, on compte 20 agriculteurs qui ont participé cette année à ce projet-là et on a récolté un total de près de 6 tonnes, 6 000 kilos. 6 tonnes de fruits et légumes ont été ramassés depuis le mois de juillet. Oui. Est-ce que on peut parler, comme la saison est exceptionnelle pour les agriculteurs, ou est-ce que c'est fréquent d'avoir autant de tonnes comme ça de nourriture qui est gaspillée, qui serait gaspillée sinon? Il y a certains agriculteurs qui n'ont pas de surplus, qui n'ont pas de pertes parce qu'ils transforment, ou parfois il peut y avoir plus de pertes une année qu'une autre. On ne leur souhaite pas de pertes aux agriculteurs. On leur souhaite de vendre toute leur production, de pouvoir tout transformer, mais lorsqu'il y en a des pertes, de nous appeler. Je pense, moi, qu'on peut en récolter bien davantage dans les prochaines années que 6 tonnes. Comment qu'on pourrait justement récolter davantage? Est-ce que c'est en publicisant plus? Est-ce que de la prévention? Comment qu'on pourrait faire ça? Je pense que c'est, maintenant qu'on est de plus en plus connus à l'escouade, je crois qu'il va y avoir l'an prochain beaucoup plus d'agriculteurs qui vont avoir le réflexe de nous appeler. Je pense que c'est vraiment la publicité, que nous soyons connus, qui va nous aider à récolter davantage. Et vraiment, le tout, pour avoir été vous voir, le tout est vraiment redistribué. L'ami de l'entraide est venu chercher les denrées en même temps lorsqu'on était sur place. Donc, pas de danger. Le tout est vraiment redistribué pour les organismes. Ah oui, absolument. Absolument. Est-ce que les gens embarquent dans l'escouade? Je reste dans le projet de l'escouade anti-gaspillage. Vous avez une banque de membres qui vont vous aider. Comment ça fonctionne? Nous avons une banque de bénévoles. Les gens, aussi les citoyens qui entendent parler de nous, vont souvent s'inscrire à notre liste d'envoi. Ça vient de tous les côtés. On entend parler de nous de bouche à oreille ou à travers certains réseaux. Jusqu'à présent, on a 75 bénévoles qui sont venus glaner avec nous et il y en a qui s'ajoutent à toutes les semaines des bénévoles. Il y a des membres, des bénéficiaires des organismes qui viennent aussi parfois glaner avec nous. Donc, c'est varié. Ça a une journée de réflexion sur le gaspillage alimentaire et la faim, jeudi le 16 octobre prochain.
Cette activité-là va regrouper des conférences. Qu'est-ce que c'est au juste? Il y a des conférences et il y a des ateliers de réflexion. L'objectif, c'était pour les membres de la table de pousser plus loin la réflexion. Personne en Outaouais ou ailleurs est pour le gaspillage alimentaire ou pour la faim. À partir de ce moment-là, s'il y a du gaspillage alimentaire et qu'il y a des gens qui ont faim, on part du principe qu'il y a des obstacles. Donc, l'objectif dans des conférences le matin, c'est d'identifier ces obstacles-là dans le monde agricole, les surplus agricoles et pour tout ce qui touche les invendus, donc dans les supermarchés. Ça ne couvre pas toutes les sources de gaspillage, mais ça nous semble deux sur lesquelles on peut agir. Et l'après-midi, à partir de ce qui va nous avoir été fourni, on va avoir des éléments pour réfléchir, pour trouver des solutions pour surmonter ces obstacles-là. On attend 90 personnes à cet atelier, à cette journée de réflexion. Excellent. Les gens qui auraient des questions ou voudraient s'impliquer pour peu importe de vos 1001 projets à la table, vous contactent de quelle façon? On nous contacte à travers le site web de la table de concertation sur la faim et le développement social. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. Maintenant, l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. On commence ça de la grande visite chez les Olympiques. Ah, effectivement, c'est Martin Brodeur qui s'est amené cette semaine pour justement s'entraîner. On sait que Martin Brodeur est toujours à la recherche d'un contrat là, pour la Ligue nationale, lui qui est âgé maintenant de 42 ans. Toutefois, même en vertu de son âge, je pense qu'il est encore En très grande forme. En très grande forme. C'est sûr que les joueurs des Olympiques ont été impressionnés au plus haut point. Ce n'est pas à tous les jours qu'on peut avoir la chance de côtoyer un gardien qui détient presque tous les records, médaille d'or aussi aux Olympiques, des Coupes Stanley, etc. Et je pense que la meilleure remarque a été dite par Jonathan Boursier, qui décrivait un peu le déroulement de la pratique. Il dit habituellement, lorsqu'on tire au filet, on manque de rondelles là, dans les coins de patinoire, donc il faut arrêter l'exercice, le temps de les récupérer. Il dit curieusement, aujourd'hui, il dit ça n'est pas arrivé. Les joueurs des Olympiques ne pouvaient pas loger la rondelle derrière Martin Brodeur, c'est ce qu'ils ont dit. On dirait qu'à chaque fois qu'on lançait, ils savaient exactement où allait la rondelle. Alors, lorsqu'on parle là, de la coche là, ou de la différence entre un joueur junior ou un joueur semi-professionnel et un joueur de la Ligue nationale, naturellement, là, c'est peut-être le meilleur. Mais on voit là, de quoi est-ce que c'est que les entraîneurs ou les joueurs entre eux peuvent parler. Rapidement, on revient du côté des Olympiques qui ont quand même un très bon début de saison. Une fiche de 6 victoires, 2 défaites et 3 défaites en fusillade, mais c'est bon quand même pour le premier rang. Et on sait que l'infirmerie est remplie à pleine capacité. Il y a 8 ou 9 joueurs là, qui sont blessés. Prochain match à noter, samedi à compter de 16h, et c'est c'est Bécomo, le Drakkar, qui seront les visiteurs. Excellent. On s'en va en curling. Oui, tout un événement qui revient encore cette année. C'est le Challenge Château-Cartier qui va avoir lieu du 22 au 26 octobre, donc pas en fin de semaine, mais dans 2 semaines, là, vers la fin octobre. Ça va se dérouler à l'aréna de Masson-Angers, au centre Robert Rochon. Et ce qu'il y a de fantastique cette année, c'est qu'on a des quatuors là, de renom. David Murdoch de l'Écosse, lui, a été médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Sochi. Il y a Niklas Edin de la Suède qui a remporté le bronze. Ils vont être présents.
Malheureusement, Brad Jacobs, le Canadien, lui, a des engagements ailleurs. On sait que c'est lui qui avait remporté la médaille d'or. Il y a quand même Mike McEwen de l'équipe canadienne qui part grand favori. En plus aussi d'avoir Jean-Michel Ménard, qu'on connaît très bien, qui a déjà été vice-champion canadien. Alors, tout cela là, pour dire que Danny Beaulieu et Alain Deschâtelet, les organisateurs, se disent enthousiasmés d'avoir une si belle réponse et de si gros noms. On rappelle que la bourse est de 42 500 $. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, bien écoutez, l'admission, mesdames et messieurs, là, aucune raison, c'est 5 $ pour aller voir là, par jour, pour aller voir là, tous les matchs. Donc, écoutez, du calibre comme ça, là, on a cette année ici, on est chanceux, mais ça ne veut pas dire que les gens vont être disponibles à chaque saison. Alors, écoutez, du 22 au 26, au Centre Robert-Rochon, c'est un rendez-vous. C'est du calibre olympique, là. Ah oui, écoutez, c'est les meilleures équipes, là. On s'en va avec les Tigres maintenant. Oui, les Tigres, ça continue là, sur la lancée. Du côté des juvéniles, ça a été un gain de 36 à 15 contre l'Arsenal de Nouvelle-Frontière. Puis, je lis un peu, là, ça me fait sourire, là, je lis les commentaires. Puis on me dit, les Tigres ont de la misère, les Tigres ont de la misère. Mais écoutez, là, ils n'ont pas perdu encore. Ils gagnent 36 à 15. C'est quand même, là, c'est 2 pour 1 là, au niveau des points. Donc, ce n'est pas une domination totale, mais c'est une victoire convaincante. Je sais qu'on parlait là, que la compétition n'était peut-être pas assez forte dans la Ligue Subway. Bien là, peut-être qu'il commence à en avoir de la compétition, c'est peut-être ça. C'est bon, ça, pour les joueurs. Quand tu gagnes là, 56 à 0, comme c'est arrivé là, du côté des cadets, aucune des deux équipes apprend quelque chose dans ce match-là. Donc, moi, j'aime autant avoir, premièrement, pour les spectateurs, c'est plus excitant. J'aime autant avoir des rencontres plus serrées. Puis tant mieux si les juvéniles continuent de gagner. Bien, ça augure bien pour les séries éliminatoires. Rapidement, je mentionne que les Benjamins ne jouaient pas en fin de semaine dernière. Parfait. Qu'est-ce qui se passe avec les Mustangs? Oh boy! Ça va pas bien. En fin de semaine dernière, défaite ici à domicile de 7-2 contre Ottawa West, les Golden Knights. Et dimanche, ça se déplaçait à Stittsville et ça s'est soldé par un autre échec, par le pointage de 5-3. Je sais que Pierre Grandmaison, l'entraîneur des Mustangs, est sorti dans les journaux cette semaine en parlant de discipline, que l'équipe prenait trop de punitions, qu'il y a certains joueurs qui arrivent et ils aiment frapper, mais ils n'aiment pas se faire frapper. Donc, on parle de discipline. Moi aussi, je suis d'accord avec ça, mais il va falloir qu'ils comprennent que la défensive, ce n'est pas une maladie contagieuse. Alors, ils sont 5 sur la glace, 6 avec le gardien de but. Bien, tu es 5 en attaque, tu es 5 en repli défensif. Belle comparaison, oui. J'aime bien. Oui. Et là, hockey féminin maintenant? Oui, c'est du côté du cégep de l'Outaouais. On sait là, que depuis quelques années, on travaillait là, pour mettre sur pied une équipe féminine. Et puis, on n'avait pas pu commencer cette saison, mais le projet était pour 2014-2015. On a appris cette semaine que malheureusement, le cégep, la direction, avait été obligé de sabrer dans le projet à cause des coupures là, amenées par le gouvernement là, provincial. Il en coûtait, c'était estimé qu'il en coûtait entre 100 000 et 110 000 pour partir l'équipe et de 90 000 à 100 000 pour les années suivantes. C'est quand même de gros montants, sauf que c'est quand même dommage parce qu'on sait que dans la région, le hockey féminin est très bien implanté. Et, je ne sais pas si tu as entendu parler de Title IX, l'intitulé 9. Ça, c'est une règle aux États-Unis qui date là, des années 60-70. Ça dit, en résumé, qu'aucun citoyen des États-Unis ne peut être exclu de participer dans un programme ou une activité d'une institution d'enseignement qui reçoit une aide gouvernementale, une aide financière gouvernementale. Donc, une chance que le cégep d'Outaouais est au Canada, parce qu'aux États-Unis, ça n'aurait pas marché comme ça. Il aurait dit, vous allez aller piger dans les budgets de vos autres équipes et les filles vont avoir une équipe. Alors, j'espère qu'on va pouvoir un jour là, revenir sur cette décision-là et pouvoir présenter là, du hockey féminin. C'est bon ici pour la région. C'est une pépinière. On passe du hockey au baseball. Oui, on a appris cette semaine que du côté du hall-volant de junior élite, ben, ça a été la démission en bloc là, du personnel entraîneur. Il faut comprendre que ça a été une saison difficile là, pour Roch Séguin, Luc Champagne et Éric Robichaud. On sait que l'an dernier, l'équipe avait remporté 20 victoires. Après un début de saison là, fracassant où ils avaient accumulé 10 victoires consécutives, cette saison, ça n'a pas été guère mieux. 13 victoires et 35 défaites. Et pour la troisième saison, ils ont été exclus
des séries éliminatoires. Alors, ils ont remis leur décision et la direction recherche d'autres entraîneurs. Parfait. L'offre est ouverte. Toujours en baseball, sport-études. Oui, il y a une journée porte ouverte. C'est vendredi. Attention, c'est demain, vendredi, de 9h à midi au complexe Branchot-Brière. On sait que le programme sport-études baseball est offert par la polyvalente Nicolas Gatineau. Ça s'adresse aux élèves de 5e et de 6e année. Tout le personnel entraîneur, dont Stéphane Petronzio, sera sur place. Et Philippe Aumont, là, des Phillies de Philadelphie, bien, lui aussi va être là. Donc, les jeunes, là, si vous voulez aller passer des petits tests d'aptitude, bien, c'est vendredi de 9h à midi. Parfait. Soccer maintenant. Oui, on sait que... Ah, j'oublie le nom. Notre club de soccer, le FC Outaouais, pardon, bataillait là, pour la finale dans le cadre de la Coupe PLSQ, là, la première ligue de soccer du Québec. Ils étaient rendus en finale contre Longueuil. Malheureusement, une défaite de 4-0 samedi dernier. On sait que 4-0 au soccer, c'est assez difficile à avaler. C'est la 3e saison de l'équipe dans la ligue, donc on peut espérer là, des jours encore meilleurs. Alors, félicitations quand même là, de s'être rendu jusqu'en finale. Et là, on s'en va en cross-country. Oui, demain, vendredi, c'est la 42e édition du championnat scolaire qui est présenté à Papineauville en cross-country. Écoutez, 2830 participants. C'est l'événement en cross-country dans la région. Ça va servir à identifier les 52 représentants qui vont se rendre au championnat provincial scolaire. Attention, c'est à Amos le 25 octobre. Amenez votre tuque parce que je suis sûr qu'il va neiger. Excellent. Ouais. Et là, ce samedi, c'est une journée spéciale. Oui, effectivement, c'est dans le cadre de la Semaine mondiale du hockey féminin. C'est souligné là, par Hockey Outaouais au niveau d'une présentation d'un programme double au stade de Pierre-Lafontaine à compter de 15h. Ce samedi, il va y avoir une joute des MAG 2. Ça, c'est les tout petites, les débutantes. Et ça sera suivi après du Junior 2A. Donc, vous allez pouvoir voir l'évolution là, entre les patineuses de 9 ans et lorsque ça arrive à 16, 17 et 18 ans. Donc, pour ceux que ça intéresse, samedi après-midi, à compter de 15h au stade Pierre-Lafontaine. Parfait. Merci beaucoup, François. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions, des activités qui s'en viennent, vous aimeriez nous en faire part, je vous invite à m'écrire à nouvelle avec un S, donc NOUVELLES, @tvc.qc.ca. Donc, nouvelle avec un S, @tvc.qc.ca. Ou encore à m'appeler au 819-281-8250. Ça me fait plaisir d'aller couvrir vos événements, de prendre vos commentaires et vos suggestions. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se reparle la semaine prochaine. Merci et passez une bonne soirée.